Bonsoir à tous les socios, bienvenue dans le 13e numéro du Club des 5. Toute l'actualité des 5 grands championnats décryptés tous les soirs et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on va parler de l'Amérique du Sud et des qualifications pour le Mondial 2018. On va faire un grand zoom sur l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, la Colombie et peut-être même le Pérou qui pourrait être qualifié cette nuit pour cette Coupe du Monde 2018. Avec nous pour en parler ce soir, il fait sa première. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est tout seul au desk. Hein, on m'a isolé pour bisuté, boycotté, voilà, c'est les nouveaux, c'est comme ça, ils sont pas bien accueillis chez nous. Hugo Capeller, bonsoir. Merci Beau, bonsoir. Merci Samuel de me recevoir dans le Club des 5 pour la première. C'est un plaisir. C'est un plaisir. On va parler avec toi pendant une heure, Hugo, de toute l'actualité qu'on a ce soir au programme. Et il y aura également Nico Coco avec nous. J'allais dire Nico Coco, je préfère, moi, c'est plus... Je trouve ça plus simple et plus sympa. Bah, tu dis comme tu veux. Voilà. Nico Coco. Bonsoir à tous. Tu vois, ça donne un petit côté chanteur variété française aussi, c'est sympa. Un peu brésilien aussi. Ouais, un peu. Il y a un petit côté maracana. Walid Acharchour, avec la tenue du Maracana ce soir. On est venu en guerre ce soir. Ah ouais, là t'es à Rio de Janeiro. On m'a dit gros débat, je suis venu armé. Je suis venu avec les militarisé, c'est ça. Vous nous suivez de plus en plus sur les réseaux. Encore aujourd'hui, on a eu une grosse poussée de socios en plus pour le Club des 5. Alors on a décidé de repousser également le jeu qui vous permettait de gagner votre manette dorée avec votre FIFA 18. Ce sera demain soir le tirage au sort finalement. On a beaucoup de noms là, que ce soit sur Twitter, sur YouTube. Donc on va essayer vraiment de faire le tirage au sort le plus honnête, correct. Surtout qu'on doit déjà éliminer toutes les personnes qui nous connaissent, qui ont participé au jeu ou qui travaillent dans cette émission. Pour pas le citer, Constant Vicherec qui a essayé... les faux comptes, t'as vu, c'est incroyable. J'en ai vu certains, les faux comptes se retweeter aussi eux-mêmes. Enfin bref, c'était des trucs incroyables. On n'a jamais vu ça. Allez, le hashtag CD5 pour réagir et donc pour gagner toujours votre FIFA jusqu'à demain soir. Vous commentez également nos vidéos sur YouTube. Le sommaire du soir donc, en route vers la Russie. On va s'intéresser aux 4 ou 5 pays qui seront qualifiés dans la zone AM Sud pour le mondial en juin et au juillet prochain. On va parler du Brésil, la reconstruction depuis 2014. Est-ce que c'est un favori cette année? On va parler de l'Argentine qui a eu du mal à se qualifier pour ce mondial, mais qui finalement, avec Messi, sera là. On parlera également de l'Uruguay, de la Colombie. Et puis on reviendra en fin d'émission. Ce sera le moment sympa ce soir. L'équipe de France est qualifiée pour le mondial, ça on le sait. Qui va-t-elle tomber dans son groupe? On sait qu'on a l'habitude d'avoir des groupes assez sympas depuis quelques années. Vous nous avez proposé votre meilleur et votre pire tirage. On se fera le récap en fin d'émission. Vous nous ferez vos spécialistes de l'UEFA avec les boules chaudes, etc. On verra qu'est-ce que vous nous avez réservé comme surprise. Allez, on commence donc cette émission Focus Zone Amérique du Sud. On va commencer avec la plus grande sélection, bien sûr, de ce continent. Le Brésil qui est un vrai favori quand même cette année. On a l'impression de cette compétition. On rappelle, hier soir, ils ont fait un match nul contre l'Angleterre. Hein, un petit peu, c'était le match de la décontraction. C'était un peu le décrassage hier soir. Mais pourtant, cette équipe du Brésil est séduite depuis 2014, non, mais en tout cas depuis 2 ans. Il y a eu, alors on va le voir à l'antenne. Voilà, depuis 2014, qu'est-ce que ça donne? Déjà, ils sont 2e au classement FIFA, donc c'est une belle remontée. On le voit, il y a eu des petits moments compliqués comme les 2 Copa América où ils ont été éliminés en quart de finale au premier tour, mais ils ont terminé premier des éliminatoires de la zone AM Sud qu'ils ont survolé, surtout en battant notamment dans la deuxième partie des éliminatoires, en battant l'Argentine 3-0, l'Uruguay 4-1, le Chili 3-0. C'est une équipe qui s'est vraiment reconstruite, qui a des leaders comme Neymar et Coutinho, on le voit, qui sont les meilleurs buteurs de cette équipe. Nicolas, est-ce que tu crois vraiment aux chances du Brésil cette année, l'an prochain au Mondial? L'an prochain, ils ont clairement leur chance. On a vu que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Brésil aussi armé, pour reprendre la tenue de Walid. Je pense que les Brésiliens vont être en tenue camouflage l'an prochain. Il y a une telle équipe, que ce soit en attaque, que ce soit devant, que ce soit au milieu, que ce soit même en défense. En défense, c'est très solide. Ils ont quasiment les 2 meilleurs latéraux du monde. Donc ils ont toutes leurs chances. Est-ce que c'est le favori? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils font partie des favoris? Certainement. Alors, je le disais quand même, cette équipe, voilà, depuis 2014, elle a un parcours qui est assez à la fois atypique, parce qu'on voit que dans les grosses compétitions, elle n'a pas réussi, mais finalement, cette équipe s'est reconstruite. Finalement, la Coupe du Monde, il y a 4 ans, Walid, est-ce que c'était un accident industriel ou est-ce que c'était finalement la fin d'une génération qui était inévitable? Quand on se souvient de ce mondial, le 7-1, c'est symbolique un petit peu de ce qu'on avait vu pendant tout le mois de juin. Malheureusement, c'est très compliqué de te répondre, Sam, parce qu'on ne le saura jamais. Mais même si on avait senti juste avant cette Coupe du Monde qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On parlait du poste de numéro 9, notamment avec Fred, qui jouait à Fluminense, qui était aux portes de la relégation dans le championnat brésilien. Il y avait une défense centrale aussi un peu bancale. On n'y comprenait pas grand-chose à cette équipe du Brésil. Et derrière,
Et derrière, ils se sont vautrés contre l'Allemagne. Donc, je pense que chronologiquement, derrière, il y a eu aussi une zone pas de confort, mais une zone qui était une zone de turbulence avec Dunga qui est revenu à la sélection, cette Copa América qui a été complètement ratée. 2 Copa América ratées. Mais surtout la dernière sans Neymar où ils étaient sortis au premier tour, notamment avec un match perdu contre le Pérou, il me semble, au troisième match. Et derrière, voilà, il faut saluer le travail de Tite qui a complètement remis de la cohérence dans ce milieu de terrain brésilien. Il a fait des choix forts, notamment en défense centrale. Et voilà, on parlait hier de la patte Deschamps en 6 ans. Moi, je trouve que ce qu'a fait Tite est remarquable. Tu voulais réagir juste Oui, pour répondre à ta question, qui était est-ce qu'en 2014, c'était pas la fin d'une génération ? Non, je pense pas, puisqu'en fait, en 2014, le Brésil n'avait quasiment aucun choix. Walid a parlé très justement du poste de numéro 9. Mais il y avait tout simplement, on parle souvent de génération dans les équipes, dans les sélections. Et je pense qu'en 2014, le Brésil n'avait tout simplement pas les épaules assez larges quant à sa réputation au niveau du football européen. Et puis alors j'aimerais qu'on... en soi, ils font demi-finale. Donc c'est pas non plus... non, c'est pas une catastrophe, mais on se souvient du parcours qui avait été assez chaotique. Ils ont été assez chanceux. On se revoit la compo en plein écran du Brésil actuellement. Hugo, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu penses que cet accident en Coupe du Monde a permis aussi de reconstruire une équipe ? On le voit aujourd'hui, Neymar, Coutinho. Enfin bon, Neymar était là, Gabriel Jesus, Coutinho, c'était des joueurs qui n'étaient pas titulaires, voire qui n'étaient pas dans la liste à l'époque en Coupe du Monde. Bon, Paulinho est là, mais Casemiro a pris de l'ampleur au Real. Est-ce que tu trouves que ce Brésil a changé de visage et ça lui a fait du bien finalement cet échec ? Mais c'est vrai que ce 11-là a de la gueule, et puis après, c'est sûr qu'après, il y a une génération qui est partie. Quand Tite il est arrivé, il a mis les joueurs qu'il voulait en place. D'ailleurs, Miranda, c'est un de ses hommes de confiance parce qu'il a toujours voulu le mettre en défense centrale. Quand on voit Augusto, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Neymar, et puis il a encore Willian, Douglas Costa. Non, c'est vrai qu'il a remis de la cohérence dans ce 4-3-3. Je trouve très bonne équipe. Et je pense que c'est vraiment des favoris pour la Coupe du Monde parce que depuis qu'il est arrivé, il a vraiment fait du bon boulot. Et à chaque fois qu'on voit un match du Brésil, c'est vraiment plaisant. Le gros problème, Sam, si on regarde cette composition, et pour vraiment détailler les choix de Tite, il vient au milieu de terrain. Rappelez-vous, et notamment même sous Dunga, on avait l'impression d'avoir une équipe où individuellement il y avait énormément de classe à tous les postes, sauf que chacun essayait de faire son mouvement seul, individuellement. Il y avait un gros manque de cohérence et surtout collectivement c'était le néant. Là, quand on regarde ce milieu de terrain, alors oui, il fait pas rêver. On a eu des milieux de terrain beaucoup plus. C'est sûr qu'il est moins technique. Beaucoup plus joueurs auparavant dans cette équipe du Brésil. Ne pas oublier Luis Gustavo, je tiens à le souligner. Non mais d'accord, mais je pense que Casemiro ou Fernandinho partent avec une longueur d'avance, même si Luis Gustavo fait un très bon début de saison à l'OM. Mais ce milieu de terrain, je pense à Augusto qui s'est vraiment révélé lors du match contre l'Argentine où ils avaient gagné 3-0. Il avait fait un match énormissime. Paulinho, même quand il était en Chine, Tite lui a donné les clés de ce milieu de terrain en lui faisant confiance. Il a toujours été bon avec le Brésil. Et je trouve que dans la densité physique, dans le fait de se projeter très très vite vers l'avant, ce milieu à 3 permet aux 3 de devant d'être assez libre. Voilà, d'être assez libre et surtout de garder une lucidité dans les 25 derniers mètres. Et on le voit dans les stats que tu citais tout à l'heure, Neymar et Coutinho se régalent grâce à ça parce qu'on sait qu'ils n'ont pas besoin de défendre et que derrière tu as 3 aboyeurs qui aident notamment les latéraux qui sont très très offensifs à les couvrir. Et d'ailleurs depuis l'arrivée de Tite, Walid, c'est que je dise pas de bêtises, je vérifie, mais c'est 10 victoires de nul quand même pour le Brésil. C'est impressionnant. C'est également depuis l'arrivée de cette triplette devant, Neymar, Gabriel Jesus et Philippe Coutinho. Non mais tu parlais de favoris, pour moi la grosse, moi je les mets clairement favoris avec l'Espagne et l'Allemagne dans un premier chapeau. Et la différence entre ces 3 équipes-là, elle se fera par rapport aux 9 pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont 3 joueurs, que ce soit Morata, Gabriel Jesus ou Timo Werner, qui sont très très jeunes et qui vont connaître leur première grosse compétition. Et si sincèrement ces trois équipes-là, comment elles vont se détacher, c'est par rapport à l'efficacité de leur numéro 9. Si Gabriel Jesus fait une grosse compétition et s'il est au niveau de ce qu'on lui voit à Manchester City, je pense que le Brésil sera au bout. C'est très juste ce que tu dis d'ailleurs. Didier Deschamps n'a pas que des mauvaises idées. Didier Deschamps a une réflexion assez intelligente sur une grande équipe. Qu'est-ce que c'est une grande équipe ? Et pour lui, une grande équipe, elle est composée d'un très bon avant-centre, un avant-centre qui marque des buts, d'un très bon gardien. Je pense que le détail que vient de citer Walid est très très judicieux.
tout va se décider au niveau de l'avant-centre, au niveau de l'efficacité de ces équipes-là. On va en parler justement. Juste après, on détaillera un petit peu les stats de Neymar et Gabriel Jesus, notamment depuis les JO, depuis qu'ils ont gagné les JO ensemble l'été dernier. On parlera de leurs stats. J'aimerais revenir un petit peu sur le reste de cette équipe, que ce soit le milieu ou la défense. Il y a pas mal de joueurs qui sont laissés sur le banc. Comme ça, je pense à Fernandinho, je pense à Thiago Silva, que ce soit pour le milieu ou pour la défense. Alexandro en arrière il y a Willian devant, et je veux dire, il y a de la place quand même, Hugo, finalement, dans cette équipe. Non, mais c'est vrai qu'il y a de la place. Après, ils ont carrément 2-11 titulaires, quoi. Mais c'est sûr que je pense que leur performance pour la Coupe du Monde 2018 va beaucoup dépendre quand même de Neymar, parce que s'il est en forme, en plus, il voudra faire un gros mondial pour le Ballon d'Or l'année prochaine. Je pense que si Neymar fait une grosse compétition, après, il est très bien épaulé, donc ça ne dépend pas que de lui. Mais s'il est au niveau au-delà des éliminatoires déjà, ils vont vraiment faire un très bon Hugo, malheureusement, je pense que ça ne suffira pas. Il faudra autour, on le sait, Neymar, et on l'a vu même en 2014 où il fait un très bon début de compétition. Il faut vraiment qu'autour, il soit déchargé de toute responsabilité parce qu'on sait que Neymar va pas défendre. Il va pas défendre et surtout, le bloc adverse va le prendre à 2 ou à 3 et derrière, ça va libérer de l'espace pour Gabriel Jesus ou Coutinho. Et moi, je sais que Neymar va être au niveau. Dans ce grand rendez-vous-là, on l'a vu au JO, on l'a vu à la Coupe du Monde 2014. Il répond toujours présent. Par contre, ça va être au poste de numéro 9. Si Jesus termine à 5-6 buts et qu'il met des buts importants, surtout dans les matchs à gros enjeux, ça va faire la différence. Mais quand tu parlais d'émulation et surtout de concurrence, notamment en défense centrale, parce que nous, on est concernés vu que Thiago Silva est titulaire au Paris Saint-Germain et c'est vrai que ceux qui regardent la Ligue 1 sont un peu surpris de voir Miranda à la place de Marquinhos. Il faut expliquer pourquoi Thiago Silva n'y est pas. Il était à la place de Thiago Silva. À la place de Thiago Silva, pardon. Il a un peu les séquelles de 2014 déjà. Thiago Silva a eu beaucoup d'affaires, notamment sur le plan mental en 2014. On se rappelle qu'il était capitaine et qu'il a refusé de tirer un penalty décisif contre le Chili en huitième de finale. Il a eu des soucis avec Dunga aussi. Il a eu des soucis avec Dunga pas cette Copa América, la précédente. Il avait fait une main contre le Venezuela, il me semble, qui coûte un penalty. Il avait fait un peu comme au Paris Saint-Germain aussi. Il avait fait une contre Chelsea. Oui, contre Chelsea. Il avait fait la même chose et on lui avait reproché ce côté où il n'était pas présent dans les grands rendez-vous. Il a préféré mettre Miranda, qui est un peu moins fort à la relance, mais qui dans l'impact n'a pas peur et qui est solide dans les grands rendez-vous. C'est vrai que c'est vraiment son homme de confiance, Miranda. Il a vraiment pris la place derrière et il ne bouge pas, quoi. Oui, et puis il prend la place de Thiago Silva et aussi de David Luiz qui a fait une grosse saison à Chelsea, qui aurait pu aussi prétendre. Et puis il fait un bon début de saison avec l'Inter. Donc il est récompensé. Mais après, encore une fois, je pense qu'ils ont un groupe de 15 ou 16 qui va tourner durant la compétition. Et c'est très très important pour Tite d'avoir cette émulation. Parce que quand tu regardes un peu les qualifs qu'ils ont eu, et notamment ce match contre l'Uruguay, ils vont s'imposer en Uruguay 4-1 avec un match extraordinaire. Même ceux qui rentrent, ils apportent énormément. Et on le voit, ils sont tous concernés. Un joueur comme Willian, par exemple, quand Coutinho était moins bon, aurait pu prétendre à une place de titulaire, à faire un peu la gueule, à rentrer avec une certaine nonchalance. On le voit en équipe de France, il y en a qui le font. Non, il prouve, il est très très intéressant et c'est ce qui permet, il faut savoir qu'ils étaient qualifiés, je crois, à 3 ou 4 journées de la fin, mais ils perdent pas derrière, ils sont concernés, ils mettent l'équipe type, ils préparent des choses par rapport à la Coupe du Monde et je trouve ça très très bien pour l'ADN et l'identité de cette équipe nationale. Puis pour en revenir à ce que je disais au début, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des joueurs à tous les niveaux, à tous les postes où il y a de la concurrence. Et vraiment, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Brésil avec autant de qualité à tous les postes. Et avec des joueurs qui sont laissés sur le carreau. Moi, je pense instinctivement à Fabinho que j'ai trouvé exceptionnel la saison dernière avec Monaco, qui est un joueur exceptionnel de toute manière. T'as raison de le dire, mais leur milieu de terrain que Tite préfère en latéral droit et donc il n'a pas de place en latéral ni de place en milieu. C'est compliqué pour un mec comme lui. C'est la même chose que Luis Gustavo. Moi, j'adore Luis Gustavo, j'adore Fabinho, mais sincèrement, avec ce qu'a fait Casemiro l'an dernier, avec ce que fait Fernandinho avec City sur ce début de saison. Il fait un 8e de finale Ligue des Champions, une demi-finale Ligue des Champions et il gagne la Ligue 1 quand même. Non mais d'accord, mais on sait très bien il que... Il n'a pas sucré les fraises l'an dernier. Non mais d'accord, mais on sait très bien que déjà, quand tu joues en France, à Monaco, t'es un peu moins, on va dire, t'es un peu moins bankable. On le voit en équipe de France aussi. Quand Nzonzi il joue à Séville, il a mis combien d'années à avoir une sélection et il a fallu que Kanté ou Pogba ne soit pas là. Et c'est la même chose au Brésil. Et je trouve que en termes
cohérence dans le milieu de terrain ou de performance individuelle, on l'a vu sur ce début de saison, Casemiro et Fernandinho, c'est bien au-dessus de Fabinho. C'est pour ça aussi que, Hugo, excuse-moi juste pour te couper 2 secondes, que Fabinho il voulait partir au PSG pour avoir plus d'exposition. Exactement, c'est vrai. Et puis jouer avec Neymar, jouer avec Neymar, Thiago Silva, c'est Marquinhos, pas Lucas, de Brésilien, tous ces joueurs qui font partie du groupe. Je pense que Tite regarde plus les matchs de Paris que de Monaco. Exactement. Voilà, je pense aussi. La preuve avec tous les matchs, tous les matchs actuels du PSG. Il y a des rumeurs comme quoi Tite l'aurait conseillé justement. Oui, il y a une rumeur comme quoi il aurait contacté Malcolm et Fabinho en octobre pour le match qui avait lieu à Lille la semaine dernière. Il n'y en avait aucun des deux dans le groupe. Non, mais ce qu'il disait, c'est qu'il avait conseillé à Fabinho de partir au PSG pour ça, avoir une chance d'aller au mondial. Ça, c'est possible aussi. C'est même passé dans sa dernière liste de Philippe et Louis en arrière-gauche, tellement il y a déjà Alexandro et Marcelo. Enfin, voilà, il y a vraiment encore du choix derrière, quoi. J'aimerais qu'on parle d'un joueur. Avant de conclure cette page Brésil, c'est Gabriel Jesus. J'ai l'impression, alors que là on voit les stats de Neymar, mais on va plutôt se concentrer sur Gabriel Jesus. La régie, s'il vous plaît, Fares Hachem, notre rédacteur en chef adoré ce soir. J'aimerais parler de Gabriel Jesus parce que c'est un petit peu la révélation actuelle, une des révélations en tout cas du foot mondial. Il fait un gros travail à City. D'ailleurs, on voit ses stats avec le Brésil. Donc c'est depuis le 1er septembre 2016, après les JO, qu'il a eu sa première sélection. Donc 13 matchs, 12 titularisations, 8 buts déjà pour lui avec le Brésil. On voit avec Manchester City, c'est costaud. Walid, on en parlait il y a quelques semaines, il a réussi à mettre presque de côté Sergio Agüero pendant une grosse partie de l'année 2017. Est-ce que pour vous, ça peut être la révélation de ce mondial? Daniel Alves, il y a 2 jours, parlait de nouveau Ronaldo. Attention à ne pas s'enflammer, mais est-ce que ça peut être la révélation de ce mondial? La révélation, ça dépend dans quel sens tu l'entends, mais tout à l'heure, Walid disait que... Est-ce que c'est le grand neuf qui avait besoin le Brésil? Qu'il pourrait occuper une place prépondérante, il a raison, mais je pense qu'avec Guardiola, cette année, elle va être ultra importante pour lui. Je pense que Manchester City va aller loin en Ligue des Champions, il va emmagasiner énormément d'expérience, et tout ça, ça va être bénéfique pour le Brésil. Est-ce que c'est le grand neuf que le Brésil avait besoin? On se rappelle, en 2014, l'un des problèmes, c'était Fred qui était vieillissant. Est-ce que cette fois-ci, Gabriel Jesus, on peut avoir un Brésil qui l'attaque? Tu parlais de la comparaison donnée par Alves. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas du tout le même jeu avec Ronaldo. Gabriel Jesus est un joueur. Gabriel Jesus est un joueur qui est en constante progression, qui a surtout assimilé le jeu européen très très rapidement. On sait celui de la première ligue. C'est vrai que c'est rare comme un Brésilien qui arrive comme ça en Europe et qui s'adapte aussi facilement à son équipe. Exactement, on parlait d'Agüero. Agüero a eu ce passage à l'Atlético Madrid pour s'adapter. Il a eu 6 mois pour entrer dedans. Là, tout de suite, il est arrivé en janvier. Neymar, rappelez-vous de Neymar au Barça. Bien sûr, il est arrivé en janvier. Tout de suite, il a eu cette blessure qui lui a coupé un peu l'herbe sous le pied. Mais sincèrement, moi, je trouve que c'est l'attaquant moderne par excellence, c'est qu'il fait tout. C'est-à-dire qu'il a une activité, il a l'activité de Cavani, il a la présence de Cavani dans la surface, et c'est un joueur qui, techniquement, on l'a vu contre Chelsea avec Manchester City, il arrive à remiser à De Bruyne, c'est un joueur d'appui, sincèrement, il a une palette qui est très très complète, et c'est un tueur devant le but, il lui en faut pas énormément, et avec Neymar et avec Coutinho, ça fonctionne très très bien, parce que c'est des ailiers qui rentrent énormément, c'est des ailiers qui marquent, et lui, il arrive aussi à jouer un peu comme Benzema, c'est-à-dire à reculer pour faire entrer les deux ailiers. Il permute énormément, il dézone, c'est excellent, c'est un joueur qui est excellent. Ce qui est intéressant avec ce trio-là qu'on vient de citer, c'est qu'ils sont amis et c'est qu'ils ont envie de jouer ensemble. Et ça, c'est très important dans un collectif. Chose qu'à Paris, on ne voit pas forcément en ce début de saison. Oui, la relation Cavani-Neymar est plutôt difficile, alors que là, c'est vraiment, ils sont amis dans la vie, ils s'apprécient et c'est important. Et puis derrière, ils ont un joueur qui est à peu près similaire, qui s'appelle Firmino, qui a à Liverpool joué aussi un peu dans ce registre avec 2 ailiers rentrants, que ce soit Mané ou Salah ou Mané Coutinho, et je trouve qu'encore une fois on reste dans la même philosophie de jeu, et c'est pour ça que le Brésil est en progression sur cette année 2017. On est 2017, toujours encore en 2017. Dernière question pour conclure sur le Brésil, je vais vous demander une réponse simple. Est-ce que le Brésil a le meilleur effectif de cette Coupe du Monde, Hugo? Moi, je dirais quand même... Ouais. Allez, moi, je dirais, oui, je mettrais le Brésil quand même, après l'Espagne, après l'Allemagne. Mais je pense qu'au niveau de l'effectif, si on se base vraiment juste sur l'effectif, si on sur le papier, franchement, ils ont 2 11 titulaires, franchement, qui seraient titulaires dans n'importe quelle sélection. Donc oui, je pense le plus armé, le mieux armé. D'accord avec ça, Walid? Moi, je suis d'accord. Individuellement, c'est indéniable. Ils sont au-dessus maintenant collectivement. Je trouve que surtout dans une grosse compétition, ils ont pas joué. Ils ont un manque de vécu. Ils n'ont pas joué l'Allemagne, ils n'ont pas joué l'Espagne. J'aimerais bien les voir contre ces équipes-là. Mais individuellement, on parlait des latéraux. Quand tu as Philippe et Louis sur le banc et Alexandro, ça fait quand même mal à la tête. Nous, quand on se tape Jallet ou Pavard,
C'est compliqué. C'est vrai que nous, au poste d'arrière droit, c'est gentil avec le divin chauve. Oui, c'est vrai, on a bonjour à Constant qui a dû se faire des amis du côté de Nice, du côté de Cognac d'ailleurs, c'est la ville d'origine. Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez l'émission d'hier. Exactement, le replay, il est sur la chaîne Le Club des 5. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez continuer à jouer jusqu'à demain soir. Tu me demandes pas mon Mais t'as dit que t'étais d'accord avec Hugo. Allez, non, bon allez, écoute, j'ai décrété que tu l'étais. Comme ça c'est plus simple. Je rappelle du coup à nos socios. Je rappelle du coup à nos socios. Donc vous pouvez jouer toujours pour gagner votre FIFA 18 et votre manette dorée jusqu'à demain soir minuit. Vous allez sur Twitter, vous retweetez et vous suivez notre compte Le Club des 5. Il y a un tweet que vous retweetez comme ça. RT plus follow, ça va plus rapide. RT plus follow, ouais voilà, j'ai voulu m'embrouiller de ouf, mais ça sert à rien du tout. Et puis sur YouTube, vous allez vous commenter n'importe quelle vidéo, peu importe, que ce soit des directs, des lives. Et ça continue, je suis en train de suivre là, ça continue, ça tweet à tout va. Ah là vraiment, on n'arrête plus, là, c'est la course folle. Allez, on va passer à une autre équipe, la deuxième équipe en tout cas la plus alléchante sur le papier de cette zone âme sud. Le Pérou-Nouvelle-Zélande, on part sur 20 minutes de preview. Alors j'aimerais votre avis Hugo sur l'équipe, les All Whites, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, énorme. Voilà, ils étaient très bons à Lyon hier. Non, je déconne, bien sûr. Rassurez-vous, ne changez pas, n'allez pas sur la chaîne Vevo ou quoi, restez sur le Club des 5. On parle de l'Argentine. L'Argentine, c'est c'est le meilleur partenaire pour la finale depuis 2014. Si on les joue en finale, on est sûr de gagner un trophée. On le rappelle, Coupe du Monde 2014, défaite contre l'Allemagne. Copa América 2015 et 2016, défaite 2 fois contre le Chili au tir au but. Cette équipe d'Argentine, elle est maudite. Messi a failli prendre sa démission. Il y a eu 3 sélectionneurs en l'espace de sa retraite. Il y a eu 3 sélectionneurs en l'espace de 3 ans. C'est Oscar Garcia, je pense, qui te. Et c'est ça, qui te matraque le cerveau. Et on le voit donc éliminé enfin les 2 finales perdues. 4e des éliminatoires de la zone âme sud. Ils sont passés à la dernière journée. Ils étaient tout près de se faire éliminer, de même pas disputer les barrages. Cette équipe, elle a en tout cas essayé de changer de fonctionnement avec l'arrivée de Jorge Sampaoli. Est-ce que vous pensez que cet entraîneur-là peut apporter quelque chose aujourd'hui à l'Argentine? Parce que, juste pour préciser, Walid, avec Sabella qui était là en 2014, on reprochait à cette équipe de compter trop sur ses individualités. Et avec Martino et Baoza, le collectif n'a pas pris. Est-ce que c'est Sampaoli qui peut être l'homme de la situation? Moi, je suis dubitatif pour 2 raisons. Le problème, c'est que Sampaoli, il lui faut un cycle, je pense, de au moins 2 ans. Et parce qu'encore une fois, il va essayer de tenter, c'est un laboratoire, il va tenter énormément de systèmes, il va tenter énormément de joueurs et c'est ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé. Sauf que le problème, il est dans une... La problématique, c'est qu'il est dans une logique de résultats. Et à court terme. Et c'est ce qu'on a vu sur la fin de campagne de qualification. Où il a ramené l'équipe à la 3e place, non pas la 4e. Exactement. Il a malheureusement eu des résultats négatifs en tentant des choses, en mettant notamment Icardi Djibala qui n'était pas installé en Argentine, ce qui a moins marché. Derrière, il a remis des joueurs assez locaux, Gago qui s'est blessé notamment lors du match décisif, l'attaquant de Boca que le nom m'échappe, mais je crois que c'est Benedetto. Mais voilà, le problème c'est que Sampaoli, on l'a encore vu contre le Nigeria hier, il fait une revue d'effectifs, on ne voit pas quelle est l'équipe type qui pourra accompagner. On va voir en plein écran là, un semblant d'équipe type pourra aligner Jorge Sampaoli. Mais encore une fois, ça c'est des matchs qui n'ont pas marché, notamment face au Venezuela où ils ont fait un partout à la maison dans un match où ils étaient menés 1-0. Il n'y a aucune certitude. Ils peuvent dire quand même merci à Messi qui leur met un triplé le dernier match contre l'Équateur. Il se qualifie comme au dernier match des éliminatoires. Franchement, il peut vraiment dire merci. Hugo, encore une fois, Messi, le problème, c'est qu'il fait un match extraordinaire contre l'Équateur, très bien. Mais si tu regardes la campagne de qualif, il est à l'image de Messi depuis le début de sa carrière avec l'Argentine. Donc à un moment donné, j'ai peur que ce match-là soit l'arbre qui cache la forêt. Et qu'on reporte encore une fois en se disant... si Messi est dans un grand soir, alors pourquoi pas? Justement, c'est bien qu'on parle de Messi, parce que c'est pas si Messi est dans un grand soir, c'est si Messi fait un grand mois de juin et un grand mois de juillet. Est-ce que c'est peut-être là où il a tout à jouer cette année, Messi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains le considèrent comme le plus grand joueur de l'histoire, mais il y a encore des doutes qui sont mis sur son statut par rapport au fait qu'il n'a jamais rien gagné avec l'Argentine. Il s'est planté en finale de Coupe du Monde, 2 fois en finale de Copa América. Est-ce que là, c'est le dernier tour de force de Messi, Hugo? Franchement, là, c'est sa dernière chance, parce qu'en plus, déjà, il a 30 ans. Ça va être sûrement son dernier mondial. C'est la dernière chance pour lui, déjà, de rentrer dans le cœur des Argentins avec Maradona qui en a gagné une.
Mais franchement, je pense que ça va dépendre que de Messi parce que c'est vraiment lui. On se voit d'ailleurs depuis son vrai faux départ en 2016. On rappelle qu'après la défaite contre le Chili en Copa América aux États-Unis en 2016, Messi dit voilà, moi j'aime pas perdre, j'arrête la sélection. Il revient 2 mois plus tard parce que Bauza arrive à le motiver à rester parmi l'Albiceleste. 10 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. On a quand même l'impression que c'est le métronome. Tout le monde sait que c'est le métronome. De toute façon, Messi est le meneur de jeu de son équipe. Mais est-ce que c'est vraiment que par lui que les choses peuvent passer dans cette équipe? C'est ça. Non, mais encore une fois, moi, je suis pas d'accord avec Hugo. Je ne pense pas que la donnée soit aussi simple. Encore une fois, Messi, on l'a vu en 2014, on l'a vu aussi en Copa América. Il faut décider, en tout cas, il faut vraiment faire des choix d'hommes sur qui sont les meilleurs joueurs pour l'accompagner. Est-ce qu'il faut, on a ce débat perpétuel avec le Barça. Voilà, est-ce qu'il faut, le problème c'est qu'encore une fois, c'est que Messi, on va parler de l'aspect offensif dans un premier temps, mais il faudra aussi parler de l'aspect défensif et de l'animation défensive sur des matchs notamment contre le Brésil qui est pour moi révélateur où ils prennent une gifle où ils perdent 3-0 et Messi est inexistant. Mais pourquoi il est inexistant? Parce que malheureusement, autour de lui, que ce soit Bauza, que ce soit Sampaoli, ils ont même Maradona, quand il était là, ils ont énormément de mal à trouver la solution. Là, ils ont essayé Dybala dans un espèce de 3-4-3 où les trois avec Icardi ont une liberté sur le plan de l'attaque. Mais Dybala et Messi, malheureusement, pendant tout le match, ils se sont marchés dessus parce que ils jouent de la même façon. On sait très bien que Dybala c'est le petit Messi et que c'est lui qui va prendre la succession derrière et ça n'a pas marché. Avec Di Maria c'est aussi compliqué. Donc moi je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, l'Argentine ne fera jamais rien. Justement, tu le réglerais comment toi? Moi, parce que Sampaoli, il est arrivé, on le promettait monts et merveilles, on disait avec le Chili et machin, avec Séville, ça va être, il va remettre de la cohérence dans l'équipe. Et puis au final, pour l'instant, c'est la montagne qui accouche d'une souris, quoi. Il n'y a pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Il y a 3 mois de. Voilà. Oui, il est arrivé il y a pas longtemps, je suis d'accord. Mais c'était quand même poussif. Moi, j'ai une question pour Walid, c'est comment tu règles le problème? Parce qu'on l'a vu avec Lavezzi, avec Di Maria, avec Higuaín, ça fonctionne pas. Moi, je pense qu'au contraire, avec un mec comme Dybala, avec Icardi, c'est des joueurs un peu au même profil, qui savent jouer au ballon. Je pense que ça peut être complémentaire avec Messi, il faut leur laisser un peu de temps. Non, mais voilà, il y a deux solutions, Nico, et je suis d'accord avec toi. Alors, bien sûr, sur ces matchs-là, ça n'a pas du tout marché. Mais est-ce que, encore une fois, on est dans une logique de cycle et de temps? Je pense que voilà, Dybala et Icardi, on connaît leur histoire en sélection. On va se voir en plein écran, Walid, pendant que tu parles. Qui sont les meilleurs buteurs de l'Argentine si on enlève Lionel Messi? Ils ont toujours été. Voilà, mais donc on le voit avec Gonzalo Higuaín, Di Maria, Agüero, Lavezzi, Prato et Mercado. Non, mais voilà, encore une fois, Sampaoli, il faut savoir qu'il arrive en cours d'éliminatoire. C'est très très compliqué parce que avant ça, les sélectionneurs précédents faisaient confiance notamment en numéro 9 à soit Agüero, soit Higuaín. On sait qu'ils ont toujours déçu en sélection et ils ont jamais été au niveau de leurs prestations en club. Là derrière, on installe. C'est dans les grands moments qu'ils ont déçu et ça c'est pas forcément qu'en sélection. Non, bien sûr. Non mais bon, je sais que tu n'aimes pas, tu portes pas Higuaín dans son cœur, dans ton cœur, mais en tout cas non. Mais je pense que même en sélection, que ça soit Di Maria, que ça soit Agüero, même si Di Maria il fait une belle Coupe du Monde 2014, on n'a jamais eu ces joueurs-là au même niveau qu'en club. Après, pour répondre à Nico, je pense que Dybala et Icardi, ça peut être une bonne solution. Oui. À terme, avec un 3-4-3, on l'a vu tout à l'heure avec Di Maria piston droit, mais il faut du temps. Et est-ce que le problème, c'est que Sampaoli, avec il va lui rester quoi, 3-4 matchs de préparation, il va rentrer très très vite dans le vif du sujet. En 8e de finale, tu vas rencontrer une équipe costaud. J'ai peur que malheureusement, les joueurs et Sampaoli n'aient pas le temps de s'installer. Moi, je pense que la mission de Sampaoli, ça va pas être de trouver du lien entre eux. Je pense que ça va se faire avec le talent de ces joueurs. Moi, je pense que la mission principale de Sampaoli pour ces 8 prochains mois, c'est de trouver comment mettre ce trio offensif dans les meilleures dispositions. Ça peut passer avec un Di Maria reculé, ça peut passer avec un Banega. Mais sa mission principale, ça va vraiment être ça là. Comment les mettre dans les meilleures dispositions. Le problème, c'est le manque de temps, quoi. Puis là, encore un match amical hier contre le Nigeria, ils perdent 4-2. Ils gagnent 2-0 surtout. Ils gagnent 2-0 au bout de 30 minutes. C'est une équipe assez bis hier qui joue. Ouais, mais il y avait quand même Agüero, il y avait Banega, il y avait Di Maria, Pavone, Otamendi. C'était quand même. Il manquait Messi. C'est vrai que je dis ça, mais quand il manque Messi, on a l'impression que c'est un peu une équipe bis. Tu vois, quand il manque Messi. Non, mais même quand il est là, mais c'est ça encore une fois, c'est que même quand il est là, collectivement, moi je critique souvent l'équipe de France et l'identité de jeu qu'insuffle Didier Deschamps, mais sur l'Argentine, c'est la même chose. Malheureusement, on n'y comprend rien et on sait très bien que
que Sampaoli, tactiquement. Mais donc quoi, il y a un problème Messi finalement? Non, on avait le Brésil il y a 10 minutes à l'écran. Si on doit faire une comparaison naïve des deux effectifs, on voit qu'il n'y a pas photo quand même. Non, mais il y a quand même non, mais sincèrement. Il y a du talent. Non, mais il y a du talent, il y a de quoi. De là, les placer comme les favoris, c'est délicat. Ah, c'est l'épaule aujourd'hui qui gratte, c'est ça? Non, oui, c'est l'épaule qui gratte. Ah, oui. T'es sur mes côtes en ce moment. T'es sur mes côtes en ce moment. Mais non, mais sincèrement. Il y a de la qualité, mais de là, les placer comme favoris, non. Non. Quand t'as Romero, deuxième gardien de Manchester, c'est délicat. Bien sûr, non, mais bien sûr, là encore une fois, on essaye de faire un état des lieux des qualifications de l'Argentine. Mais quand on regarde, même intrinsèquement, individuellement, tu as des joueurs qui sont en forme en club. Moi, je pense à défensivement, que ce soit Otamendi ou Fazio. Tous les joueurs qui sont là sont titulaires. Même si Fazio, quasiment. Même si Mascherano, hier, il fait un match catastrophique, et je trouve qu'il est vraiment, que ça soit au milieu de terrain ou Bauza l'installer. Moi, je trouvais qu'il y avait un problème, notamment Biglia, Mascherano. C'est deux joueurs au profil similaire qui, malheureusement, n'ont pas le profil box-to-box et relayeur pour essayer de se projeter et faire la liaison milieu-Messi. Là, il l'a fait parce qu'il met Biglia et Banega qui est dans un registre un peu plus offensif. Mais encore une fois, je trouve que ce que propose Sampaoli, c'est plutôt alléchant. Sur le papier et sur ce qu'on voit, il y a de l'idée, mais sur le temps, je vais pas me répéter, mais j'ai peur que le timing soit trop restreint. Et le problème, Sam, c'est qu'encore une fois, quand il a une logique de résultat qui l'oblige à changer. Si on regarde, contre le Venezuela, il fait cette compo-là dans un 3-4-3 qui ne fonctionne pas. Derrière, il revient avec un autre système, avec d'autres joueurs, avec des joueurs locaux comme Benedetto, etc. Bon, il a de la chance que Messi sort le match de sa vie à ce moment-là. Mais je trouve que il faut vraiment que Sampaoli, s'il veut vraiment installer ce 3-4-3, s'il veut vraiment installer Dybala et Icardi, qu'il le fasse sur le long terme et qu'il meure avec ses idées. Je pense qu'il faut qu'il meure avec ses idées. La conclusion avec Hugo. Sampaoli disait en conférence de presse après le match, il a dit on a un problème de mental. Il me dit quand on est bon et tout dans un grand match, on est invincible, mais dès que le mental ne suit pas, on peut vraiment faire des matchs médiocres comme hier contre le Nigeria où ils se prennent 4 buts par. Et puis surtout cette équipe, il n'y a pas de référence. Au plus haut niveau, en tout cas en sélection, cette équipe dans ce système-là, alors à part il y a Di Maria, Mascherano, Messi, Di Maria, Mascherano, Messi, mais à part ça, c'est des nouveaux joueurs par rapport à 2014. Oui, c'est sûr. Et Romero, pardon. Et voilà, non, mais c'est sûr que c'est. Mascherano, il a un peu de mal au Barça, c'est Umtiti. Mais Mascherano ne joue plus au Barça. C'est pour ça que cette équipe de l'Argentine, on verra au mondial que c'est un petit peu celle qui a les vieux fantômes finalement. Ça veut rien dire. Les joueurs qui jouent très peu la saison, ça veut pas forcément dire qu'ils vont faire une mauvaise Coupe du Monde. On a plein d'exemples. Je suis d'accord avec toi, Nico. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va passer à l'Uruguay et la Colombie, parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu moins en forme en club ces dernières années et qui pourtant en sélection marchent plutôt bien. Donc l'Uruguay et la Colombie, on a décidé de traiter ces deux équipes en même temps parce que la question c'est un peu, est-ce que c'est toujours des outsiders ? On en parlait déjà en 2014, c'était des équipes qu'on craignait, qui s'étaient affrontées en huitième de finale. C'était peut-être le plus beau huitième qu'on ait eu, peut-être. Non, je pense qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec. C'était France-Nigeria. Ouais, ou alors Allemagne-Algérie qui était un très gros match aussi. Colombie-Uruguay, c'était un gros match. On s'en souvient et c'est des équipes qui ont une trajectoire assez similaire. C'est-à-dire c'est un groupe qui s'élargit pas beaucoup depuis 4 ans. On a des joueurs qui restent là, une ossature, des coachs qui sont toujours là aussi. Et on a l'impression, on va commencer en parlant de l'Uruguay. On a vu cette équipe depuis 2014 avoir plutôt des bonnes performances en Copa América, pas en Copa América, mais en qualification âme sud. En Copa América, c'est un peu plus compliqué. On se rappelle de l'élimination l'an dernier au premier tour aux États-Unis avec Suarez qui joue même pas un match. Cette équipe-là, aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a 2 hommes, Cavani-Suarez, et qu'autour, c'est un peu le néant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi je trouve qu'elle a progressé individuellement. On va le voir peut-être avec la composition d'équipe. On va se la mettre tout de suite d'ailleurs. Ça reste une équipe qui comment dire, quand je les regarde, défensivement, c'est solide. Je prends aucun plaisir. Faut se dire les choses, mais c'est un bloc bas. C'est avec des joueurs qui sont très très solides. Il y a un gros problème de latéraux, notamment avec Cáceres qui joue à l'Hellas Vérone et qui jouait auparavant à la Juventus, mais qui a eu du mal à trouver un club. Et surtout, il est beaucoup plus intéressant dans une défense à 3. C'est pas un latéral, c'est pas un défenseur central. On a plus comment il s'appelait le latéral Pereira gauche. Ouais, Pereira. Il est là, Pereira. Ah pardon. Oui, il est à droite.
ce qui est bien, c'est que tu regardes même pas les barcodes. Tu regardes même pas tes graphiques. Mais d'habitude, il y avait j'ai oublié son prénom, mais il y avait la lettre de son prénom avant. Donc c'est pour ça, on m'a perdu dans mes repères. Mais ce qui est intéressant, c'est que malheureusement, même si voilà, on connaît vraiment l'identité de cette équipe, c'est voilà, un bloc bas, des joueurs qui vont au charbon avec de la grinta, voilà, l'aspect sud-américain par excellence, et que tu as 4 joueurs qui sont de très très haut niveau, Godin et Jiménez, qui même si Savic joue un peu plus à l'Atlético Madrid, ont des automatismes en sélection et en club qui sont très très importants, et devant les 2 joueurs que tout le monde connaît. Mais au-delà de ça, par rapport, ça c'était la photo en 2014, même en 2015 ou en 2016, même s'ils ont souffert dans les 2 Copa América de l'absence de Suarez, et c'était très très compliqué de le remplacer. C'était une équipe un peu nerveuse aussi, on a vu. C'est ça, mais au milieu de terrain, notamment Vecino qui fait un très très gros début de saison avec l'Inter Milan, et Betancourt qui commence à pointer le bout de son nez à la Juventus, et qui apporte beaucoup plus de technique dans cette équipe. Je trouve qu'elle est en amélioration individuellement et collectivement. C'est toujours leur force de jouer en bloc équipe et de jouer les uns pour les autres. Donc ça va être très très dur de les sortir quand même, l'Uruguay. Tu la trouves séduisante, Hugo, toi, cette formation uruguayenne? Ouais, franchement, moi je trouve qu'il y a quand même tous les éléments dans l'équipe pour faire un bon mondial. Ils ont toujours été là au rendez-vous. Après, ouais, franchement, moi je pense pareil que Walid, c'est solide quand même. Après, j'espère que Suarez et Cavani vont pas arriver trop crevés de leur saison. On va se faire un petit focus sur Suarez et Cavani. Je vais laisser Nico entamer. C'est les 2 hommes forts de cette équipe. C'est une attaque de feu. C'est 2 goléadors européens. C'est peut-être 2 des 5 meilleurs aujourd'hui. Même s'il y en a un moins bon, bon. Alors c'est ma question. Suarez. On prend l'année 2014. Suarez sort d'une année avec Liverpool exceptionnelle. Il est transféré au Barça. Cavani a un peu plus de mal au PSG qu'avec Zlatan Ibrahimovic. Mais les 2 étaient déjà c'était déjà une grosse paire devant. Là aujourd'hui, on a l'impression que le rapport de force est un peu inversé. Cavani sort d'une saison exceptionnelle. Il est en train d'en continuer une exceptionnelle. Suarez a plus de mal avec le Barça, où il a même du mal à prendre un peu le sens du jeu, le leadership en attaque. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé? Cavani, qui on le sait, se met beaucoup au service de Suarez. Est-ce qu'aujourd'hui, Nico, c'est peut-être lui le patron de cette attaque? Statistiquement, en ce moment, oui, mais il faut pas enterrer Luis Suarez. C'est un attaquant exceptionnel. Les joueurs sud-américains, on les connaît. Lorsqu'ils ont leur maillot national sur les épaules, ils se transcendent. Luis Suarez, c'est un gladiateur. J'ai aucun doute sur le fait que Luis Suarez va réaliser une grande Coupe du Monde. Maintenant, Cavani, oui, il est plus important que lui qu'en 2014. Il a pris plus de place que Luis Suarez qu'en 2014. Mais il faut pas enterrer Luis Suarez. Je pense que les 2 vont être un atout indéniable pour l'Uruguay. Hugo, toi qui connais bien Cavani, un Cavani confiance et un Cavani qui peut amener une équipe assez loin. Cavani en confiance et une Uruguay qui va loin. Non, mais c'est sûr qu'avec la saison qu'il fait pour l'instant, avec le Paris Saint-Germain, franchement, ils peuvent espérer vraiment, si Cavani est au niveau de sa saison avec le PSG, franchement, ils peuvent faire un bon mondial. Non, mais parlons sincèrement. Aujourd'hui, l'Uruguay a les 2 meilleurs neufs, toutes sélections confondues. Oui. On parle de neuf avec Giroud, Timo Werner, Gabriel Jesus. Aujourd'hui, intrinsèquement, il y a peut-être Falcao en Colombie, mais il va falloir voir est-ce qu'il retrouve son niveau. Oui. On va en parler tout de suite derrière la Colombie. On en parlera tout à l'heure, mais sincèrement, tout de suite, on s'arrête là tout de suite. Non, d'accord. Je te laisse terminer ta phrase, on en parle tout de suite. Mais voilà, après, l'idée, c'est que c'est vrai que moi, Sam, tu connais un peu mon avis sur Suarez, et je trouve qu'il est sur une pente descendante. Les socios peut-être pas. Les socios peut-être pas, mais il est sur une pente descendante, notamment avec le Barça, où je le trouve moins fringant, ou même techniquement, je trouve qu'il fait des erreurs assez évitables surtout, et le symbole, c'est qu'il faut rappeler que Edinson Cavani, comme au Paris Saint-Germain, il commence sur un côté à l'Uruguay, dans un 4-3-3 où on donne vraiment le poste de numéro 9 à Suarez, il se met au service de Suarez, et là ça a complètement changé. On a vu le système, c'est un 4-3-1-2 fait pour Cavani et Suarez qui tourne autour. Alors oui, je suis d'accord avec Nico, même s'il est en méforme avec le Barça, je pense que sous le maillot de l'Uruguay, c'est un autre homme, et qu'il a ce supplément d'âme, et en plus surtout qu'il a raté ses 2 dernières compétitions. Maintenant, il va falloir voir si puis à la dernière Coupe du Monde, il est resté sur sa fin. Oui, bien sûr. Il peut user du jeu de mots, il est resté sur sa fin. Bien sûr. C'est pas mal. C'est ça. Même la régie est morte de rire. Merci. D'ailleurs, si vous pouvez éviter de rire dans mon oreillette, c'est sympa. J'aimerais pouvoir entendre. Il y en a encore 2-3 émissions avant la fin de la semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des joueurs derrière qui peuvent beaucoup plus les alimenter qu'avant. Moi, je me rappelle il y avait Cristiano Rodriguez, il y avait des joueurs qui vraiment étaient dans
dans le duel et malheureusement ils avaient beaucoup de mal et c'est ce qui obligeait Luis Suarez notamment à descendre bien bas sur le terrain. Là je trouve que ça peut être beaucoup mieux. On passe donc justement, on en parlait il y a quelques instants, à la Colombie. D'ailleurs, ouais, je vois que la régie a déjà pris les devants en nous mettant le bilan des Colombiens. Ça veut dire Walid ferme-la. Voilà, je crois, oui. Ça, je crois que c'était un message caché. J'ai pas osé le dire à l'antenne, mais en tout cas, Fares Hachem s'en est chargé. On voit les Colombiens. Alors, c'était avec Rames Rodriguez, la révélation peut-être de la Coupe du Monde 2014. On se souvient de super parcours. Ils avaient terminé premier de leur poule. On le voit depuis. Ils ont plus ou moins tenu leur statut en Copa América avec un quart en 2015 assez décevant. Et une élimination en demi l'an dernier contre l'Argentine. Ils avaient terminé 3e pas contre l'Argentine, contre le Chili. Et ils avaient terminé 3e en battant les Américains. 4e de cette campagne de qualification où ils étaient déjà qualifiés 3 journées avant la fin. Cette équipe de Colombie, avec le retour de Falcao, rappelons-le quand même, puisque c'était en janvier 2014 qui s'était blessé et qu'on avait perdu pendant quasiment 1 an et demi. Hugo, cette équipe de Colombie, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, ça fait partie des favoris de la Coupe du Monde ? Je dirais pas des favoris de la Coupe du Monde, mais c'est vrai que Peckerman, depuis qu'il a repris la sélection en 2012... Depuis 2012, il a fait du bon boulot. Il s'est appuyé sur des jeunes vraiment bourrés de talent. C'est un football assez léché. Rames Rodriguez, fait du bon boulot. Falcao, là, depuis qu'il est revenu de blessure, franchement, il porte bien l'équipe. Un milieu de terrain assez rugueux, mais qui va avec Aguilar, Sanchez, tout ça. Donc, franchement... Je dirais pas un des favoris, mais ils ont une bonne place à jouer, la Colombie. Ça va être une équipe très chiante à jouer. Moi, personnellement, j'aimerais pas que la France tombe sur la Colombie. Il y a du vécu, il y a du talent. Je pense que c'est vraiment l'équipe, les outsiders à éviter absolument. Ah, et puis ils ont un gros volume. On se voit la compo là. Ils ont un gros volume de jeu. Ils mettent une intensité énorme. Zapata, en Coupe du Monde, les grosses différences, notamment avec cette Coupe du Monde de 2014, c'est que je trouve qu'ils ont renforcé notamment cette défense centrale. Alors que moi, je suis pas un grand fan de Zapata. Et pour tous les supporters du Milan, je pense que tout le monde le sait, même s'il est un peu mieux en sélection. Et surtout, pourquoi il est mieux ? Parce qu'il a un joueur qui s'est révélé à l'Ajax l'an dernier, qui s'appelle Davinson Sanchez et qui vient d'être transféré à Tottenham. Tottenham, c'est l'une des meilleures défenses du monde et de première ligue. Avec les deux Belges, il constitue vraiment un bloc très solide. Et à 21 ans, ce qu'il fait avec cette sélection, quand on voit qu'il y avait Yepes avant, qui avait 35-36 ans, qui était tout le temps à la ramasse, il ramène vraiment il ramène vraiment un gros vent de fraîcheur et voilà, sur les côtés ça va très très vite, on donne vraiment les clés du jeu à James. Ce que peu de clubs ont osé faire après 2014, notamment le Real. Je trouve que James, il va prendre beaucoup de place au Bayern et je pense qu'il dans la lignée de cette saison-là, il peut vraiment faire une grosse Coupe du Monde. Et en 2014, il faut rappeler que Falcao n'est pas là, donc il se blesse juste avant. Ça peut être une équipe très très difficile à sortir. Très touche française, cette équipe avec Sanchez et Aguilar. Sanchez, il était à Valenciennes. Oui, maintenant il est à la Fiorentina. Oui, j'espère pour lui qu'il est plus à Valenciennes. En plus de Falcao, ils ont quand même très sympa d'habitude. En plus de Falcao, ils ont quand même Carlos Bacca encore en attaque, qui fait un bon début de saison avec Villarreal, qui est déjà à 3 buts. Donc c'est quand même une équipe compétitive. C'est le joueur que Rudi Garcia ne voulait pas, c'est ça ? Exactement. Le buteur, pas le bon profil apparemment. Mais même Cuadrado, moi c'est un joueur que j'adore. Vraiment, j'adore ce joueur. Comme disait Walid, il sait mettre l'intensité, il va vite, il est technique. Enfin, moi j'adore ce joueur. Il a la percussion, il a tout ce qu'il faut pour alimenter Falcao de bons ballons. Même s'il n'a pas la régularité qu'il faut malheureusement. Cuadrado, c'est un peu. On avait un gros débat avec Martial hier. Cuadrado, moi aussi j'adore. Je suis de ton côté sur ça. Mais sur 90 minutes, il a énormément de mal à enchaîner les efforts, notamment avec la Juventus. Après, avec la Colombie, c'est autre chose et on le verra sur une grosse compétition. C'est le type de joueur qui peut te faire une grosse compétition ou complètement la rater. C'est qui tout double. Mais c'est vrai que c'est un profil de joueur qui est très important dans cette équipe. C'est un taulier. Et puis on parle pas d'Ospina qui joue très peu à Arsenal, mais qui en sélection est très très intéressant. Il est dans une équipe où il est aimé de tous. On sait qu'il a une relation très particulière avec Rames Rodriguez parce qu'ils sont de la même famille. Je crois c'est son beau-frère. Et donc voilà. T'es en train de dire que c'est le beau-fils du meilleur joueur, quoi. Non, mais je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise. Il a un leadership et un vécu qui le met en confiance en Colombie au détriment de ce qu'il fait notamment à Arsenal où il y a Sech qui est devant. Mais c'est vrai que cette Colombie-là, on parlait de l'Uruguay, je la trouve beaucoup plus séduisante quand tu parlais de
quand tu nous disais si on voyait cette équipe de l'Uruguay beaucoup plus séduisante, je trouve que je prends beaucoup de plaisir en regardant cette équipe de Colombie et ça va être une équipe à suivre lors de cette Coupe du Monde. Ils sont dans le chapeau 2 Je les vois pas aller loin, je les vois pas aller en demi, mais ils vont avoir un bon tirage. On en parlait en plus de ça, ils ont un très beau maillot. Merci Nico, c'était la minute mode. C'était la minute mode de cette émission. Ils ont un beau maillot, c'est parfait pour conclure. Un peu collector. On va peut-être le faire gagner avant la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des maillots collector et justement Walid. C'est de la télépathie. J'allais dire, on essaiera de vous faire gagner. Enfin, on n'essaiera pas, parce que nous, on n'essaye pas, on fait. On vous fera gagner les maillots de la Coupe du Monde. Voilà, l'Espagne, la Colombie. T'es sûr de ça, là? Tu y vas? C'est quoi? T'as eu des partenaires? Doute de tout ce que tu veux sur Terre, sauf de moi. D'accord, ok. Allez, on va passer dans la dernière partie de cette émission. L'équipe de France. On revient sur le coq français. On me change tout ça, s'il vous plaît, les amis. On nous met le petit décor français. Voilà, c'est beau. Vive la France. On avait d'ailleurs le stade du Pérou à l'antenne, mais bon, vaut mieux plutôt se mettre le décor de l'équipe de France. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots là. C'est le Pérou qui te. Le décor, le drapeau tricolore. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi on met le drapeau tricolore? Parce que dans 10 jours, il y aura le tirage au sort à Saint-Pétersbourg du mondial 2018, du fameux mondial 2018, dans lequel la France est dans le chapeau 1. On connaît aujourd'hui 31 des 32 qualifiés. Le dernier, donc, c'est le Pérou ou la Nouvelle-Zélande qui s'affrontent dans même pas dans quelques minutes, tout de suite. Là, d'ailleurs, ils vont s'affronter dans quelques minutes, les Péruviens et les Néo-Zélandais. Il y a eu 0-0 à l'aller en Nouvelle-Zélande, donc le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde. Ça changera des choses pour les chapeaux. Je vous fais un petit brief rapidement, mais le Pérou, pour l'instant, est dans le chapeau 2 s'ils sont qualifiés. Ce qui sortirait le Danemark du chapeau 2, qui irait dans le chapeau 3, et ça mettrait la Serbie du coup dans le chapeau 4. Vous le faites à l'envers, toutes les autres sont un chapeau plus haut si jamais le Pérou est éliminé. Ouais, j'espère que vous êtes... C'est dur à comprendre, c'est dur à comprendre. Non, donc du coup... zappez ce que j'ai dit les 30 dernières secondes. On va passer à la séquence des pires et des meilleurs tirages. Décidément, j'ai du mal sur cette séquence. On vous a demandé quels adversaires vous pensez être les plus simples et les plus difficiles à affronter pour les Bleus. On va commencer. Alors, par qui on commence, Fares? Moi, je voulais mettre l'Algérie, mais j'ai pas trouvé dans les. Moi aussi, je voulais mettre le Gabon, mais ça n'a pas marché. Il y avait juste Moi, je voulais mettre les éléphants. Ouais, non, mais malheureusement pour les éléphants non plus. Bon, on va faire un tirage avec les vraies équipes qui sont là, les gars. On va commencer par toi, Walid, me dit Fares. On va voir donc. On va commencer par le meilleur ou le pire. C'est quoi l'ambiance? Le meilleur, bien sûr. On commence par le meilleur. On commence par le meilleur tirage pour les Bleus. Donc, d'après Walid, on va le voir tout de suite en plein écran. Walid, c'est à toi de nous faire ton décryptage. Danemark, Iran, Panama. C'est un groupe à la Deschamps. Danemark, Iran, Panama, c'est jackpot, messieurs, dames. C'est Danemark, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on les a vus à l'aller, on les a décryptés. Je trouve qu'il y a énormément de... c'est le meilleur... c'est l'équipe qui, pour moi, la plus faible dans le chapeau 2. Une équipe qui se... Donc là, tu pars du principe que le Pérou n'est pas qualifié ce soir. Sincèrement, pour être très très sincère, j'ai pas réfléchi à cette possibilité, mais en tout cas, oui, le Danemark pour moi c'est l'équipe la plus faible, une équipe qui se repose sur le talent de Eriksen, et si on lui met Kanté dans sa zone, je pense que qu'il va le mettre dans sa poche, donc c'est plutôt un beau tirage. L'Iran on connaît pas et on les a vus en Coupe du Monde 2014, même si l'Argentine ont eu un peu de mal à les sortir. C'est très très faible pour moi, on est au-dessus et le Panama, je connais pas du tout, mais ça m'inspire pas d'une grande non plus, à part les chapeaux, moi je suis pas très fan de l'équipe nationale. On va tout de suite voir le pire tirage parce que je pense que là, je vais pas vous faire réagir pour me dire oui, c'est vrai que ce sera un tirage sympathique parce que je pense qu'on est tous d'accord sur ça. En revanche, le pire tirage, peut-être qu'on peut le discuter, Walid, on voit avec toi. On a le même en plus avec Nico. On a exactement le même. Ah, vous avez le même? Alors du coup, on va faire les grands esprits se rencontrent. D'accord, on va faire un tir groupé. Du coup, Walid et Nico, vous allez nous expliquer pourquoi c'est pour vous le pire tirage. On commence donc avec Walid. Moi, l'Espagne, parce que on a un ratio très très faible par rapport à eux. Ils ont une philosophie de jeu qui est propre à Lopetegui et qui est pour moi peut-être qui a le meilleur collectif de cette équipe, de cette Coupe du Monde, pardon. Et on va avoir énormément de mal à les battre. Après, le Sénégal, parce que ce serait toute l'histoire qui remonte, celle de 2002. Aliou Cissé, c'est la première fois que les deux équipes se Aliou Cissé qui était sur le terrain et qui est aujourd'hui sur le banc. Et surtout, je pense que on a du mal à jouer contre les petites équipes,
contrôler le bloc bas, le Sénégal va jouer très Tu très. trouves dur en disant que le Sénégal est une Non, petite équipe. non, pour moi c'est pas par rapport à la Coupe du Monde. Oui, c'est pas je les vois pas demi-finale ou quart de finale Ah, bien sûr, mais c'est de pas Coupe du l'Iran Monde. ou le Panama non D'accord. plus. Non, mais on parle de chapeau 3 C'est là. pas Riron. Donc il fallait bien choisir pas dans C'est vrai, non, mais- le chapeau 3. Et donc je pense que face à un bloc bas et des joueurs qui vont très très vite vers l'avant et qui pour moi vont nous poser énormément de problèmes, notamment sur les côtés, que ce soit Sadio Mané ou Baldé Keita, je trouve que on pourrait rencontrer ça serait très très dur de battre le Sénégal et le Japon, parce qu'au vu pour être très sincère, au vu des des autres. T'as peur de Sakai, c'est ça? Non, des autres équipes. C'est une équipe qui est quand même pas mal, qui est emmenée par Vaïd Halilhodžić. C'est celle qui est au-dessus dans le dernier chapeau. Voilà, exactement. tout Et puis ils ont des joueurs simplement. quand Je même. vous rappelle le chapeau 4 quand même pour nos socios. Serbie ou Nouvelle-Zélande, donc sur le principe, la Serbie, le Nigeria. La Serbie, je pouvais pas les mettre parce qu'il y avait Ouais, l'Espagne. Donc ça fait deux Serbie, équipes Nigeria, européennes. Japon, 3-0, Panama, Maroc, Corée du Sud, Australie. Donc voilà, c'est un. Pour moi, le Japon. C'est vrai que le Japon se tire un peu son épingle du jeu. Puisqu'on partage le même pire tirage avec Walid, Alors oui, Nico, justement. Alors toi, on je- commence je- par le je- pire je- du coup. je- Explique-nous ce tirage. je rejoins tout ce qu'il a dit. L'Espagne, ça va être compliqué parce que collectivement, c'est huilé depuis des années et des années. Je pense qu'ils sont au-dessus de nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Sénégal, voilà, c'est pour moi, le Sénégal, c'est France-Sénégal, c'est le premier match et d'ailleurs Le le pire dernier tirage, Nico, tu t'inquiètes de quelle équipe? devant lequel j'ai pleuré dans ma vie. J'étais tout petit, donc forcément, ça m'invoque des très mauvais Mais souvenirs. pire tirage, quelle équipe t'inquiète le plus dans ce groupe? Parce que, admettons donc qu'on tombe avec l'Espagne. L'Espagne, c'est vrai que c'est une équipe avec laquelle on devrait se battre pour la première place. Est-ce que, je pose la question aussi à Walid, mais je vais surtout me diriger vers toi, Nico. Est-ce que tu es inquiet pour la deuxième place du groupe dans la confrontation face au Sénégal et au Japon? Je suis Quand pas on parle inquiet de parce pire que tirage. individuellement, on est au-dessus du Sénégal, du moins je l'espère. Collectivement, sûrement aussi. Mais il y a des points, par exemple sur les latéraux, où on n'a aucune certitude sur nos latéraux. Et eux, ils ont des ailiers qui sont assez rapides, peut-être pas techniques. Mais Si non, Sadio Mané, c'est technique. quand même. la deuxième Keita place, Baldé aussi. la deuxième place, elle nous est acquise selon moi. Mais c'est un tirage compliqué le Sénégal par rapport Non, moi je suis inquiet. Pourquoi? Par rapport au passé. Parce qu'on connaît les phases finales de Coupe du Monde et il suffit de prendre le Sénégal en premier match. Et de se faire un faux pas, un partout, etc. Voilà, de faire un partout, ou même de prendre un but dans les 20 premières minutes. C'est très très compliqué de commencer une compétition. On l'a vu en 2006 avec le match contre la Suisse, on l'a vu en 2002. Et voilà, moi je suis inquiet. Après, intrinsèquement et en termes de talent, j'espère qu'on est au-dessus du Sénégal et du Japon. Ce qui s'est passé en 2002, ça ne devait jamais se passer. Allez, arrête de parler des mauvais souvenirs. Non, ça devait jamais se passer. Je pense que le remake France-Sénégal, s'il devait avoir lieu en 2018, je pense qu'il se jouerait sur un peu moins de détails qu'en 2002. Oui, et puis on serait peut-être un peu moins attendu aussi, enfin l'équipe de France, pardon, serait peut-être un peu moins attendue. On va passer sur le meilleur tirage, tiens, de Nicolas. Du coup, je voulais passer à Hugo, mais on va rester avec toi, vu qu'on a vu ton pire. On va voir le meilleur. Il y a des similitudes avec celui de Walid. Il y a juste la Suisse qui change. Voilà. Là aussi, à part l'Iran, moi c'est pareil. Alors, est-ce que c'est un côté superstition, la Suisse, qu'on les prend à chaque fois? Exactement, t'as tout D'accord. résumé. La Suisse, à chaque fois on les mange, donc il n'y a pas de raison qu'en 2018 on ne les mange pas. L'Iran, même s'ils ont fini premier de leur zone, Ils ça avaient posé m'inspire pas du confiance. souci, l'Iran non, ou c'était l'Irak? Non, l'Iran, l'Argentine. C'était l'Iran, bien sûr. Pour moi, l'Iran, ça m'invoque rien. Du moins, au niveau international, ça m'invoque rien. Je pense que c'est un détail très important. C'est le vécu d'une équipe, d'une nation au très haut niveau à une Coupe du Monde. Et l'Iran et le Panama n'a absolument rien. De toute façon, il n'y a pas d'argument sur les deux Panama, équipes. Panama, je rappelle quand même pour ceux qui nous regardent qu'ils se sont qualifiés à la dernière journée des éliminations de CONCACAF sur un scénario rocambolesque, puisque les États-Unis étaient quasiment qualifiés, il fallait qu'ils perdent et que le Panama gagne en marquant moins de buts et un but de plus que le. Et il y a une erreur d'arbitrage en plus, non, il me y a une semble. erreur d'arbitrage dans le match des États-Unis, on refuse un penalty, il me semble. Bref, il y a eu un alignement des planètes, il y a un but du Panama qui n'existe pas, on rappelle Fares Hachem en régie, il a totalement raison. Enfin bref, il y a eu un truc pas possible. Donc c'est vrai que après, voilà, l'histoire est déjà belle pour eux. Ça quoi. fait partie de la magie de la Coupe du Monde et ça va être sympa de voir cette équipe jouer. Oui, On va voir des buts. Voilà, c'est ça. C'est bien, j'aime bien cette philosophie de vie, Nico, t'as raison. Allez, on va passer du coup à toi, Hugo. On va commencer par le meilleur, bien sûr. Le meilleur tirage pour Hugo KPLR. Alors, la Suisse, voilà, parce que comme a bien résumé Nico, on les tape à chaque fois. Surtout qu'ils restent quand même, ils sont qualifiés au barrage avec un penalty très très litigieux contre l'Irlande du Nord. Donc franchement, c'était pas brillant.
La Tunisie, parce qu'ils sont qualifiés quand même à l'arrache, premier avec 14 points, mais avec la République démocratique du Congo à 13 points derrière. Avec un beau groupe quand même, un groupe assez compliqué. En plus, un groupe assez compliqué, mais ça joue pas terrible quand même la Tunisie. Et puis les Panama, c'est quand même le domaine où on les connaît le mieux, c'est quand même dans l'évasion fiscale. C'est ça. Voilà. Exactement. Foot, les gars, il y a certains joueurs, peut-être qu'il y aurait des dossiers sur eux dans l'équipe d'en face, donc ils vont faire attention aussi. On n'en dit pas plus. C'est pas alors en fait, non? Pardon? C'est peut-être mieux qu'on se les tape pas. Alors. Oui, voilà, c'est ça, on sait jamais parce que. Mais quelque part, que ce soit le Sénégal, la Tunisie pas des ou le Maroc, dans les j'aimerais comptes, vraiment pas que la France tombe dessus parce que ça va être des matchs, ça va être un peu comme des derbies et ça risque d'être chaud pour nous. Mais moi, ça va être des matchs qui vont se jouer. Moi, sincèrement, entre le meilleur et le pire tirage, j'aimerais bien qu'on tombe sur le pire. C'est-à-dire que mon pire tirage, j'aimerais qu'on tombe sur le pire tirage pour avoir. Tu préfères tomber Espagne, non, bien sûr. Ouais. Allez, justement, on va voir si t'aimerais tomber sur le pire tirage. Non, mais on va voir si t'aimerais tomber sur le pire tirage du go. Allez, voilà. Donc Espagne, Costa Rica et Nigeria. Je te laisse commenter. L'Espagne pour les raisons qu'ont dit Walid et Nico. Voilà, vainqueur Coupe du Monde, Euro 2012. Voilà. On va pas expliquer. Évidemment, l'Espagne favori. Costa Rica qui a terminé deuxième de ce groupe derrière le Mexique, quand même, qui a été bien chiant à jouer. Qui a fait une grosse Coupe du Monde il y a 4 ans. Une grosse Coupe du Monde il y a 4 ans qui a été mise en quart. Exactement, par la Belgique. Voilà, c'est ça. Non, contre l'Argentine. Non, le Costa Rica, c'est contre la Belgique. Non, la Belgique s'est éliminée par l'Argentine. La Costa Rica, c'est les Pays-Bas, je crois. Pardon, exactement, au tir au but. On est 4-3 au pays. Exactement, ouais. Avec le fameux match de Krul qui rentre, qui arrête les pénaltys. Donc voilà, Costa Rica avec des joueurs avec de la grinta, soutenu par le public, je pense que ça peut emmerder l'équipe de France. Je pense que c'est un style de jeu qui peut emmerder l'équipe de France. Et le Nigeria, quand même, qui a fait des bons éliminatoires, qui a une équipe assez solide. Bon, même si on ne connaît pas, il y a quand même Iheanacho devant qui est pas mal, Iwobi, donc quand même Victor Moses, Jolomi Mikel. Enfin, c'est une équipe. C'est une belle équipe. Ils ont quand même une belle équipe. C'est peut-être l'équipe la plus solide en Afrique qui nous connaît bien. C'est l'équipe la plus solide. Nigeria, c'est quand même assez solide. Pour moi, c'est pour ça que c'est. C'est vrai que c'est solide le Nigeria. Après, et puis surtout, ils l'ont montré en 2014, on a souffert en première mi-temps. Si Enyama ne fait pas son erreur sur le corner, sur la sortie. Mais moi pour les avoir vus avec l'Algérie, ils ont survolé le groupe de la mort qui était avec le Cameroun, la Zambie et l'Algérie. Ils ont tout raflé. Et sincèrement, les trois devant, que ce soit Iline Chao, Iwobi et Moses, ils vont très très vite et ils sont très très bons devant le but. C'est des joueurs qui. Moses qui joue d'ailleurs un rôle auquel il joue pas du tout. Bien sûr, il joue pas du tout à Chelsea. Oui, il est piston droit et là il joue. Oui, c'est vrai qu'il joue. Il joue partout. Il joue ailier, mais c'est vraiment des joueurs qui sont intéressants et qui sont en constante progression. Et les deux, que ce soit Iline Chao ou Iwobi, ils sont très très jeunes. Et je pense que c'est vrai que ça peut être une équipe emmerdante. Les deux, ils ont marqué hier contre l'Argentine en match amical. Ouais, c'est ça. Oui. Et moi, je vous avoue, c'est pas parce que c'est ta première, Hugo, mais je trouve que le pire tirage pour moi, c'est celui-ci. C'est celui qui serait le plus embêtant. C'est vrai. Parce en plus, on a une équipe de chaque continent, c'est-à-dire une équipe très forte en Europe, une équipe très compliquée à jouer dans la zone Amérique du Nord, et puis le Nigeria qui est une équipe très costaud, qui est une équipe qui connaît la Coupe du Monde, peut-être la plus expérimentée en Afrique, c'est ça. Tout à fait. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on tombe sur un tirage, sur un tirage très difficile au premier tour. C'est pas le cas d'habitude avec Non, mais au premier tour parce que j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans la compétition. Et j'ai l'impression que si on tombe vraiment comme d'habitude sur des tirages très très faciles, qu'on parte avec un peu de suffisance et qu'on n'ait aucune référence en huitième et qu'on se prenne une gifle. Rappelez-vous notamment de l'Euro 2012 où l'Italie ils font finale, où ils sont pas bien du tout avant la compétition. Ils prennent l'Espagne où ils font un très très beau 1 partout avec un 3-5-2, etc. Ce qui les conditionne tout de suite dans la compétition et derrière ils font finale. Bon après ils s'écroulent parce que Chiellini prend un rouge, mais moi j'aimerais bien qu'on soit. T'es pas d'accord, Nico? On va conclure avec toi. Non, je suis pas d'accord puisque si on rentre tout de suite dans la compétition, ça voudrait dire que nos 13 joueurs titulaires pour être large, nos 13 joueurs titulaires vont être mis énormément à contribution et on sait qu'une compétition, si on doit la gagner, si on doit aller au bout, c'est 7 matchs, c'est très intense et la durée, la distance entre les deux matchs est très courte. Et enfin, cite-moi des exemples si tu en as en tête, Walid, d'équipes qui ont démarré fort et qui ont perduré. Parce qu'à l'image de l'Italie, avoir un gros groupe aussi en 2014, ça peut conduire à. Non, mais pas démarrer fort, mais moi je prends parce que là, franchement, c'est démarré fort. Je prends l'Allemagne en 2014, ils avaient quand même eu un groupe assez costaud. Portugal, Ghana et les États-Unis. Ils jouent le Portugal tout de suite, ils gagnent 4-0, je crois, le premier match. Le Portugal en 2014, c'était très faible. Oui, d'accord.
c'était très faible, mais en tout cas, sur le papier, quand tu prends le tirage, tu dis que c'est un tirage compliqué. Et je pense que l'Allemagne, s'ils avaient pris un petit tirage, ils auraient, je pense... D'ailleurs, l'Allemagne avait galéré en poule, hein, pour faire le parallèle avec l'Italie. Oui, non, mais l'Allemagne, ils avaient fait un 2-2 contre le Ghana. Et 2-2 contre le Ghana, et ils gagnent contre les États-Unis. Et derrière, bien sûr, voilà, exactement. Donc c'était pas non plus... Mais ils avaient gagné la Coupe du Monde derrière. On verra bien, messieurs, si vous avez raison. S'il y en a un qui quand même a trouvé le bon tirage, joue au loto. Quel bon tirage gagnant. Donc ce sera le 1er décembre à Saint-Pétersbourg. On en parlera bien sûr dans le club des 5 du tirage de quelles équipes joueront la France à la Coupe du Monde. Demain, on se retrouve également dans le club des 5. On va faire un grand preview des matchs qu'on a ce week-end. On va un petit peu analyser tout ce qu'on va avoir sur tous les terrains européens. Il y a pas mal de grosses surprises, notamment en Espagne. N'oubliez pas de jouer, #CD5 sur Twitter, vous retweetez et vous suivez notre compte pour gagner votre FIFA. Pareil, sur YouTube, vous allez commenter n'importe quelle de nos vidéos. Ouais, j'ai fait le petit... c'est mon petit côté Ray Charles. Je remercie bien sûr, que j'ai oublié de remercier nos équipes rédactionnelles. Tu ressembles un peu plus à Gilbert Montagnier que Ray Charles. Ah bon? Ouais. C'est pas sympa. Je remercie Fares Hachem qui me fait beaucoup de blagues dans l'oreillette, ça devient compliqué de rester sérieux. Amaury Cotin, Antoine Le Breton, Vincent Roussel, Zachary Gauthier, bien sûr, à la réalisation, Boris Ergotte et Romain Bédouk et Bilal Achourtani, à qui on passe un bonjour spécial. Merci Hugo d'avoir été là pour cette première, j'espère que ça s'est bien passé. Très bien, tu vas rentrer de l'école content de ta première journée. Très bien. Nico, Walid, c'est bon, on est habitué à vous maintenant, donc on vous revoit très rapidement dans l'émission. Merci les socios, bien sûr à vous d'avoir été là. Ce soir, on se retrouve demain à 23h pour une grosse émission du Club des 5, comme tous les soirs. Ciao.